bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Efrika, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, l'affiche de la semaine, Bola Latina ou bien l'AFC Corner. Retrouvez également l'essentiel des brefs du monde de Lucarne Opposé sur notre site lucarneopposé.fr. Aussi, sachez, chers amis, sachez que le 7e numéro de Lucarne Opposé Magazine est désormais disponible, un numéro consacré aux coupes continentales de sélection, dans lequel vous pourrez déguster de savoureuses histoires sur la CAN, la Coupe d'Asie, la Gold Cup ou bien la Copa América. Deuxième volet de cet Efrika spécial foot et monde arabe, cette fois-ci en compagnie de l'expert Maghreb de Lucarne Opposé, l'honorable Farouk Abdou. Comment vas-tu, Farouk ? Bonjour Simon, bonjour à tous les auditeurs d'Efrika, à tous les lecteurs de Lucarne Opposé. Très honoré de faire ce numéro spécial Institut du monde arabe, d'autant plus, et je pense que tu vas avoir plus de détails là-dessus, que nous avons une petite surprise. En effet, Farouk n'est pas seul puisqu'Efrika reçoit ici un invité de marque, le non moins honorable Mohamed Bradji, rédacteur pour le toujours très pertinent site dzfoot.com, spécialisé dans le football algérien. Comment vas-tu, Mohamed ? Merci Simon de m'avoir reçu ici à Efrika chez Lucarne Opposé. Merci Farouk, honoré de l'invitation. Je vais très bien, en forme, et on va pouvoir parler de cette superbe exposition entre le foot et le monde arabe. Alors oui, avant d'entrer dans notre sujet du jour, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de dzfoot.com plus en détail ? Alors, dzfoot.com, c'est un site qui a été créé en 1999 qui suit l'actualité du football algérien, club et sélection, avec aussi un aspect, c'est une notion qu'on a inventée de vers d'Europe, donc tous les Algériens qui jouent en Europe, puis on a élargi au golf maintenant, il y en a certains qui performent super bien là-bas. C'est un site qui a eu sa renommée dans les années 2000 par un trophée qui s'appelait le DZ Foot d'Or, donc qui récompensait le joueur algérien de l'année, et qui se tâche de suivre toujours cette actualité 20 années après sa création. D'accord, eh ben ma foi, et c'est vraiment, chers auditeurs, toujours pertinent dzfoot.com, c'est toujours, c'est du football, voilà, tu le dis, il y a du vert européen, mais aussi du football local, ce qui est assez rare sur le continent africain. Il y a dzfoot.com, il y en a d'autres, des sites qui font ça, je pense à Galsen Foot par exemple pour le Sénégal, tu me diras le nom du Tunisien. Tunisie Football, qui a eu, de même que dzfoot avait un forum très actif et un site qui recensait les résultats sur le plan local et les expatriés, qui a eu quelques années de difficultés, mais qui revient maintenant progressivement avec une activité qui monte crescendo. Mais dzfoot dans le domaine a vraiment été un précurseur, et au vu du nombre de connexions au début des années 2000, quand on voit ce que c'était Internet à l'époque, c'était quand même une sacrée performance. Bien. Partons maintenant spirituellement pour l'Institut du monde arabe, où se tient encore jusqu'au 21 juillet l'exposition Foot et monde arabe, dont nous avions, lors du précédent épisode, interrogé la commissaire d'exposition, Aurélie Clemente Ruiz. Pour commencer, messieurs, déjà, tout simplement, qu'avez-vous globalement pensé de cette exposition ? Alors, c'est une exposition qui, si tu es passionné et tu es déjà introduit au sujet, t'en repars avec une légère frustration parce qu'il y a des pans de cette histoire commune qui a été oubliée. Je vais aller un peu dans l'anecdote, mais lorsque tu arrives, tu vois la chronologie du foot dans le monde arabe. Donc, tu vois le titre de 76 pour le Maroc en Éthiopie, tu vois le titre de 2004 pour la Tunisie à domicile. Où est le titre de 90 ? Alors, c'est vrai crime de lèse-majesté pour toi. Ah, exactement. C'est-à-dire que lorsque tu parles foot et monde arabe et que tu veux te concentrer sur les CAN gagnés par des pays arabes, tu mets celle d'Égypte, mais tu ne nous oublies pas, nous, les Algériens. Donc c'est vrai que la petite fierté de DZ a été touchée. Bon, mais au-delà de l'algérisme... Non, au-delà de l'algérisme, c'est une exposition qui retrace vraiment bien le lien. J'ai bien aimé la partie liée au football égyptien. Alors on pourra s'attarder sur le fait que c'est très lié au football kériote, mais lorsqu'on connaît le football égyptien, on sait qu'il y a une ultra-dominance du Zamalek et de l'Ahli qui oblige à s'intéresser à ces deux clubs. Donc pour quelqu'un qui n'est pas initié à ces sujets, il en repart avec certaines cartouches et de la culture générale en plus qui pourra se ressortir à tout moment. Tu es d'accord, Farouk ? Effectivement, c'est un petit peu frustrant quand on est spécialiste et qu'on suit beaucoup de pays en particulier, de voir un petit peu le détail de l'exposition, mais après, il faut voir la cible et à quelle population c'était destiné. Je pense que cette expo est parfaite pour des gens qui connaissent bien le monde arabe mais qui ne connaissent pas trop son football, ou des gens plutôt footeux mais qui ne connaissent pas trop cette région sur le plan footballistique. Cette exposition sert de base
de référence sur laquelle s'appuyer pour avoir des infos générales, à partir de laquelle les gens peuvent approfondir par la suite ou en discuter. Et là-dessus, l'exposition remplit son rôle. Très bien. Bon, parlons maintenant un peu plus concrètement de l'exposition et des détails qui vous ont marqué ou interpellé. Farouk, il me semble que, par exemple, il y a une partie de l'arc Larbi Ben Barek, qui est plus ou moins la partie par laquelle on commence quand on débute l'exposition, qui ne t'a pas laissé indifférente. Effectivement, sur sa partie française, c'est-à-dire la carrière de Ben Barek entre 1938 et 1954, c'est assez complet sur ses prouesses avec l'équipe de France, sur sa carrière à son arrivée au Maroc et ses 16 ans d'international qui ont été ponctués par une performance qui n'a laissé personne indifférent avec la sélection d'Afrique du Nord au Parc des Princes contre la France en 1954. Prouesses qui lui ont permis d'avoir une dernière sélection avec la France contre l'Allemagne. Mais j'ai voulu m'attarder un petit peu sur l'après. Et c'est surtout la présence de Ben Barek en tant que sélectionneur-joueur à la première compétition auquel le Maroc a pris part en tant que pays indépendant en 1957 à Beyrouth au Liban pour le tournoi de football des Jeux panarabes, qui est une sorte de Jeux olympiques ou de Jeux méditerranéens. Ça existe depuis très longtemps, c'est sur tous les continents. Il y a les panarabes, enfin c'est même pas continent, c'est comment dire, même continent culturel, communauté. Il y a le panarabe, panafricain, panasiatique, panaméricain. Oui. Même si personnellement je regrette la disparition de la coupe afro-asiatique des clubs champions. Qui était une vraie fenêtre pour que ces deux continents qui n'ont pas trop l'occasion de se croiser puissent croiser le fer avec le vainqueur de la Ligue des Champions de chaque club, qui a donné lieu à des confrontations très intéressantes avec le légendaire corner direct du club africain qui lui a permis de faire le quadruplé. Et c'est dommage que cette compétition a disparu parce que c'était vraiment très intéressant. D'accord, mais revenons à Larbi Ben Barek et donc ces Jeux panarabes. Exactement, le Maroc, comme la Tunisie, était novice parce que c'était leur première compétition internationale en tant que pays indépendant. Le Maroc finit à la 4e place sur 8 équipes. Et c'est un petit peu frustrant parce qu'à cette époque-là, avec tous les quadragénaires qui pouvaient continuer un petit peu à jouer à cette époque, et je pense qu'à 2 ou 3 ans près, il n'aurait pas été incongru que Ben Barek emmène le Maroc et le qualifie aux Jeux Olympiques de Rome en 1960, et ça aurait été un très beau symbole qu'une icône pareille, avec son niveau et 16 ans de succès avec l'équipe de France, puisse emmener son pays dans une compétition internationale au crépuscule de sa carrière. Alors certes, après, Ben Barek a un petit peu disparu du paysage, il a entraîné un petit peu au Maroc au retour de cette compétition à Beyrouth. Il a progressivement été oublié et son décès en 1992 est un peu passé inaperçu puisque son corps a été retrouvé quelques jours après. Et là se pose un problème qui n'est pas spécifique au Maroc, mais qu'on retrouve souvent dans les pays voisins au Maghreb, c'est le manque de considération pour les anciennes gloires, que ce soit à la fin de leur carrière ou dans les décennies qui suivent, ou leur décès qui souvent se passe dans un relatif anonymat. Dans le cas du Maroc, on peut rappeler le cas récent de l'entraîneur argentin du Raja Casablanca, Oscar Fulloné, 2 Ligues des champions africaines en 98 et 99, et qui, pareil, dans la solitude, s'est éteint dans un petit appartement à Casablanca, dans l'anonymat. Et c'est vraiment dommage. On peut même étendre ça à tout le continent. Tout de suite, là, il y a Yekini, le Nigérian, qui me vient en tête. Même pour être plus spécialiste du football sud-américain, c'est des choses qui arrivent aussi. Je pense à l'immense Garincha qui est mort dans l'alcoolisme et dans la pauvreté. Pour en revenir un peu au Maghreb, on peut citer, on en parlera après, mais Moustapha Zitouni aussi, qui est mort un peu dans un relatif anonymat dans le sud de la France en 2014 des suites d'une longue maladie. Bon, lui, il a comparé à Ben Barek, il a quand même reçu un gros hommage de la part de la communauté algérienne qui s'est souvenu de son passé. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé un meilleur destin pour quelqu'un qui a énormément contribué au football africain, à l'image de Larbi Ben Barek. Ouais. Et ben justement, tu parles de Zitouni, tu parles de l'Algérie, tu parles de la première équipe du FLN, car dans cette partie que j'appellerais un petit peu franco-arabe, puisqu'elle concerne aussi la France d'un point de vue historique, c'est les anciennes, le rapport colonial, etc. On le voit avec Larbi Ben Barek qui est à la fois français et à la fois marocain. Et donc ces joueurs du FLN, et qui donc cette première équipe du FLN qui est née au tournant des années 60, j'imagine que cette partie-là, c'est une partie forte de l'histoire de l'Algérie et a fortiori du football algérien. J'imagine que Mohamed, que ça a fait vibrer ta corde sensible. Exactement, ça a fait vibrer ma corde sensible.
Ça m'a rappelé aussi à pourquoi j'aime cette équipe d'Algérie et pourquoi les Algériens sont fortement attachés à leur équipe nationale. Car si l'Algérie est devenue un État indépendant, c'est bel et bien grâce à cette équipe du FLN qui a fait énormément avancer la cause algérienne. Pour replacer le contexte, on est après la bataille d'Alger qui se déroule en 1957, qui est une sorte de guérilla urbaine entre les forces françaises menées par les parachutistes du général Massu et les indépendantistes du FLN avec... Chouette personnage. Avec quelques héros côté FLN, à l'image de Hassiba Ben Bouali, à l'image de Ali Lapointe ou encore de Larbi Ben Midi qui va être exécuté par le général Ossarès à la suite de cette bataille-là. Un autre chouette personnage. Sur le terrain, la bataille elle est perdue par le FLN, c'est-à-dire qu'après des mois et des mois de guérilla urbaine, ils sont vraiment exsangues. Donc il faut relancer en fait cette bataille d'image pour la nation algérienne et confier à Mohamed Boumezrag qui travaillait à la FFF, qui s'occupait de la région algérienne, puisque l'Algérie était un département, enfin divisé en 4 départements, la mission secrète d'aller voir tous les joueurs algériens indigènes qui jouent en championnat français et de constituer avec eux une équipe qui représentera les couleurs du FLN, mais au-delà de ça, qui aura porté le message d'une Algérie indépendante dans le monde. Donc on peut citer quelques joueurs emblématiques, à l'image d'Oudjani du RC Lens, de Roy du SCO d'Angers, de Zitouni de l'AS Monaco et du très grand Rachid Mekloufi, jeune star de 22 ans de l'AS Saint-Etienne. Ça prend l'histoire d'un roman, puisque c'est une fuite en avant qui est organisée en début 58, mais elle est planifiée pour avril 58. D'ailleurs, à l'exposition, il y a la une de l'équipe du 14 avril 58 qui fait état de la fuite des membres de cette équipe-là, dont Rachid Mekloufi qui était militaire au bataillon de Joinville, avec Mohamed Maouche aussi, qui était, donc les deux étaient considérés comme déserteurs. C'est fort, hein. C'est très très fort à l'époque. Hein. Vous avez 3 jours, 3 ou 4 jours pour regagner le bataillon. Donc cette fuite est organisée, il passe par la Suisse avant de redescendre vers l'Italie et d'arriver... Le passage vers la Suisse de Mekloufi, c'est un film policier, c'est complètement rocambolesque. Il y a énormément de références à côté que je peux conseiller aux auditeurs. Vous avez la BD Un maillot pour l'Algérie de Chris Gali-Kéré qui résume très bien cette histoire et qui est exposée au monde arabe. Vous avez encore le documentaire de Candona, Les Rebelles du foot, qui attribue un arc en fait à cette histoire-là. Et d'autres livres, on peut citer le travail de Michel Naït-Chelad qui par exemple, a répertorié tous les matchs joués par cette équipe de l'indépendance. Donc lorsqu'ils arrivent en Italie, ils partent vers un pays qui a aussi énormément contribué à notre indépendance et qui a soutenu cette équipe du FLN, qui est la Tunisie. Je pense que Farouk reviendra encore plus en détail sur cette relation-là, mais lorsqu'ils arrivent en Tunisie, ils sont accueillis par le président Bourguiba, donc le président d'une jeune Tunisie indépendante, et le président du GPRA, Ferhat Abbas, car il faut rappeler que le gouvernement provisoire de la République algérienne était installé à Tunis, et cette équipe-là prendra place dans l'hôtel Majestic à El Menzah. Oui, il y a eu des gros ponts comme ça entre la Tunisie et l'Algérie, notamment le football du coup naissant, balbutiant algérien et le football tunisien. Effectivement, l'installation du 11 du FLN en 1958 est fortement favorisée par les liens qui relient les deux pays, aussi bien sur le plan politique que sur le plan sportif. Sur le plan politique, on peut citer le fait qu'une jeune Tunisie indépendante, effectivement, va apporter tout son soutien et sa solidarité à la cause algérienne dans son combat pour l'indépendance, du fait des troupes qui sont installées à la frontière tunisienne, la Tunisie va constituer une base arrière. Ce statut va être cristallisé dans la tragédie de Sakiet Sidi Youssef, qui est une ville frontalière entre la Tunisie et l'Algérie, le 8 février 1958, quand les forces de l'occupant français bombardent Sakiet Sidi Youssef, et des Tunisiens et Algériens tombent main dans la main, et cet événement est commémoré par les deux pays chaque année. Mais sur le plan sportif également, puisque avant de faire les beaux jours de l'OGC Nice et de l'AS Monaco, Abdelaziz Bentifour a joué 4 ans en Tunisie, 2 ans à l'Espérance de Tunis et 2 ans dans l'équipe All-Star du CS Amamlif, qui avait un statut un petit peu équivalent parce qu'elle était patronnée par le gouverneur ottoman de l'époque, qui n'avait plus de pouvoir politique de fait puisque c'était un protectorat français, mais qui avait les possibilités financières via sa famille. Enfin, la famille était très attachée au club, de s'attacher les services d'étoiles algériennes, libyennes, italiennes, et Abdelaziz Bentifour a fait partie de cela. Pour compléter ceci, quand l'équipe n'était pas encore au complet à l'arrivée des premiers joueurs en Tunisie, c'est le joueur algérien expatrié en Tunisie qui jouait au stade tunisien Khaldi Hamadi qui complète le 11 du FLN dans un premier temps, le temps que les autres joueurs arrivent.
Ouais. Pour revenir sur le FLN, c'est quand même important que l'exposition choisisse de parler de cela, parce que je ne sais pas comment vous le voyez à dzfoot.com, et là on sort presque du football, mais encore une fois ça montre que le football est un vecteur d'apprentissage, un vecteur d'histoire. La guerre d'Algérie, c'est encore un sujet tabou, c'est très compliqué encore d'en parler en France. On a même longtemps eu du mal à parler de guerre, on a longtemps parlé d'événements. C'est encore presque absent ou pas très complet dans les livres d'histoire au lycée. C'est important et c'est bien traité pour toi dans l'exposition ? On sent qu'il y a eu une réelle envie de la part du commissaire d'exposition et de l'ensemble de l'équipe de réellement honorer cette équipe du FLN, et c'est quelque chose qu'on retrouve plus globalement en France par rapport au traitement de cette équipe. C'est-à-dire que les références, les principales cérémonies d'honneur et de rappel de cette mémoire du 11 du FLN, elle est très bien entretenue en France, et paradoxalement en Algérie, vous pouvez vous retrouver avec énormément de gens qui ne connaissent pas vraiment cette équipe-là, parce qu'on n'a pas fait suffisamment le travail d'histoire pour expliquer son impact sur l'acquisition de l'indépendance algérienne. Il faut rappeler que lorsque les joueurs arrivent en Tunisie, et donc que le FLN sort son communiqué pour annoncer la création du 11, il est bien stipulé que ce 11 a pour vocation de faire exister l'identité nationale algérienne. Les mots sont très forts à l'époque. On parle, il n'y a pas de reconnaissance de l'État algérien, et lorsque cette équipe va jouer des matchs, elle est sous embargo de la FIFA. La FIFA fait passer un message à toutes les fédérations affiliées que quiconque joue contre cette équipe-là sera suspendu. L'Égypte a carrément laissé tomber en fait l'idée d'organiser un match. On peut parler aussi des conditions très difficiles, mais les joueurs sont partis en Égypte pour jouer un match. Ils n'ont pas pu jouer face à l'Égypte parce que l'embargo de la FIFA était tellement puissant qu'il y a aussi un contexte géopolitique avec le canal de Suez. Mais il ne fallait pas froisser en fait les puissances occidentales. L'Égypte a refusé. Mais cette mémoire-là, je trouve qu'elle est très bien entretenue. Et pour la petite histoire, au sein de l'exposition, il y a une soirée privée en fait qui a honoré ces membres de l'équipe du FLN. On a pu voir Mohamed Maouch, Marwai. Ils étaient, ceux restants en fait ont été invités par l'Institut du monde arabe. On avait aussi des membres de la fédération, des journalistes, et tous ensemble ont pu honorer en fait cette mémoire-là, même si à titre personnel, j'aurais aimé que ce soit mieux communiqué. Ouais. J'imagine. C'est un problème qui existe encore aujourd'hui. Je pense là comme ça à l'Iran qui actuellement, à cause de l'embargo américain et des pressions géopolitiques, a toujours du mal à trouver des partenaires pour des matchs amicaux, et qui par exemple a préparé son mondial quasiment sans faire de matchs amicaux parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de partenaires de jeu. Et ce qui est très intéressant sur le plan géopolitique, c'est ce vrai bras de fer qu'il y a eu, que ce soit dans les matchs disputés par le 11 du FLN ou les tournées qui ont été effectuées, pour la reconnaissance en tant que telle, puisqu'il y a de nombreux adversaires qui ont affronté spontanément ce 11, qui étaient soit dans le bloc de l'Est, avec les pays de l'ex-URSS qui voulaient s'opposer à l'Ouest et à la volonté de l'ONU de non-reconnaissance, et donc qui ont dit en jouant contre ce 11, il reconnaissait son existence et l'identité algérienne, mais aussi des membres influents de ce mouvement des non-alignés, que ce soit le Nord-Vietnam, l'Irak ou la Yougoslavie, qui eux aussi ont décidé d'aller à l'encontre de cet embargo et de cette menace de sanctions en jouant contre le 11. Se rappeler à l'époque dans cette lutte-là, en fait, ces joueurs-là, où la mission va au-delà du football, alors que c'est une superbe équipe de football, on pourrait parler du talent des joueurs qui ont je crois, gagné 70 matchs. Enfin, les statistiques ne sont pas très précises, mais je vous invite à aller regarder notamment celle du journaliste Naïd Chelal. Mais ces joueurs-là, vous rencontrez des leaders influents en fait, de cette cause de lutte contre la décolonisation. On a le général Giap au Nord-Vietnam qui a défait les troupes françaises à Dien Bien Phu, qui va d'ailleurs dire, puisque l'Algérie avait gagné contre le Nord-Vietnam en disant si nous avons battu les Français à Dien Bien Phu, vous venez de nous battre sur un terrain de football, alors vous allez acquérir votre indépendance. Il rencontre Mao, il rencontre Nasser, il rencontre tous ces leaders en fait, qui à l'époque sont influents. On est sous le mouvement Sukarno, donc c'est ce mouvement de décolonisation-là, et ces joueurs en fait, vont être pris en photo, vont faire des rencontres avec ces leaders-là, et ça va être exposé par le FLN pour montrer qu'il y a bien une reconnaissance de ce pays, de ce jeune pays qui va naître, qui est l'Algérie. Et une victoire hautement symbolique. Ouais. Bon, on s'est attardé sur le FLN, mais vu notre invité, c'est tout à fait normal.
On va passer à un autre sujet, parce que l'exposition prend un sacré parti pris, à mon sens, c'est de sacrer l'Égypte comme le pays majeur du monde arabe, question ballon rond. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce postulat, messieurs ? Alors moi je suis totalement d'accord, parce que l'Égypte, par sa position géographique, fait le pont dans le monde arabe entre Afrique et Moyen-Orient. Donc on est un peu dans un pays qui est central. Au niveau des titres, c'est 8 CAN, c'est 2 clubs majeurs du continent africain, peut-être même, je vais prendre le risque, mais de dire le plus grand club historique d'Afrique, Al-Ahli. Donc on a aussi Zamalek. C'est des générations de joueurs qui ont influencé le monde arabe, mais au-delà. Moi, je vais plus me concentrer sur la génération 2000, donc les Abou Trika, les Wael Gomaa, les Sam El-Hadari. Ces joueurs-là qui ont quand même une certaine symbolique et qui aussi marquent aussi une certaine influence sur un autre arc qui est l'arc des Ultras, mais dont on reviendra un peu plus tard. Effectivement, après, tout le monde, je pense, connaît mon attachement beaucoup plus au football de club qu'au football d'équipe nationale. Certes, il y a 8 CAN remportés par l'Égypte, mais c'est avant tout un football qui a acquis plus de 30 finales de compétition africaine de club et 22 finales de Ligue des Champions, notamment avec El et le Zamalek. Pour situer, aucun autre pays ne dépasse les 12 au niveau nombre de finales de Ligue des Champions. Et c'est surtout une sacrée quantité de générations qui ont marqué le continent par leur capacité technique, par leur sens de la tactique, leur capacité à gérer des matchs comme ils le veulent, et qui leur a permis d'acquérir beaucoup de succès. On peut citer quelques noms en particulier, que ce soit Mahmoud El-Khatib d'Al-Ahli, qui est Ballon d'Or africain en 1983, vainqueur de la CAN 86, Mahmoud El-Jawhari, qui est vainqueur de la CAN en tant que joueur en 1959 et en tant que sélectionneur de l'Égypte à la CAN 98, qui remporte aussi des Ligues des Champions avec El Ahly et le Zamalek. Les impétueux frères Hassan, Ibrahim et Hossam, qui ont eux aussi eu pas mal de succès en club avec El Ahly et le Zamalek, puis les générations qui ont suivi, le prédécesseur de Issam El Hadari et Nader Al-Sayed, Hazmi même avec le Zamalek, Mahmoud Rachaba avec El Ahly, et effectivement, cette génération tactiquement injouable d'Abou Trika ou El Jama Ahmed Fathi, qui a eu 2 Ligues des Champions consécutives en 2005 et 2006, qui assomme le club sfaxien dans les arrêts de jeu avec cette volée magnifique d'Abou Trika, et cette mainmise qui s'est renouvelée dans les années 2010 et qui fait que ce sont des institutions. On parle quand même d'un pays qui a enchaîné 3 CAN d'affilée, 2006, 2008, 2010, qui est quand même une performance exceptionnelle et qui est à souligner. Alors, va pour le football de club, pour cette domination. Après, le football arabe, c'est aussi le continent asiatique. Et par exemple, le pays arabe qui a le plus participé à la Coupe du Monde, c'est l'Arabie Saoudite, qui a aussi sa propre domination et sa propre importance sur son continent, qui est le continent asiatique. Et d'ailleurs, l'Arabie Saoudite a battu l'Égypte à la dernière Coupe du Monde. À l'image, par exemple, puisque vous me parlez des clubs, tu compares clubs et sélections, à l'image, par exemple, de l'immense Real Madrid pour l'Espagne, mais à l'unique Coupe du Monde de sa sélection nationale, avec un nombre moindre de Ligue des Champions pour, je ne sais pas, les Allemands, mais 4 Coupes du Monde. Est-ce que quand même l'Arabie Saoudite n'a pas son mot à dire face à l'Égypte ? C'est la principale faillure de l'Égypte, justement, cette irrégularité en Coupe du Monde. 3 participations, 1934, 1990 et donc 2018. C'est vrai que c'était un paramètre incompréhensible, tant l'Égypte dominait en qualification de CAN. En CAN, cette génération 2000, par exemple, se devait de faire au moins 2 Coupes du Monde, 2006 et 2010. D'ailleurs, pour la petite anecdote, sur les 90 et 2010, elle croise à chaque fois l'Algérie. Ça termine un peu en espèce dans un barrage homérique. Mais à chaque fois, ça finit en bagarre, en émeute. 90, ça passe. 2010, ça donne les événements rocambolesques entre le match en Algérie, le match en Égypte avec le caillassage et donc ce match d'appui à Omdurman. Mais c'est vrai que lorsqu'on s'attache vraiment à ce football de sélection, et ce qui compte réellement, en fait, c'est la Coupe du Monde. La CAN, malheureusement, ça reste quand même quelque chose d'initié. C'est-à-dire, même si on travaille à la faire exploser, les gens n'ont pas forcément idée de la grandeur de l'Égypte par ces 8 CAN. Ils vont plutôt se focaliser, comme tu dis, sur les participations en Coupe du Monde. Et donc, il y a cette rivalité-là. Mais dans le football, enfin, dans le monde arabe, quand même, il y a une prédominance, je trouve, de la culture club qui fait que l'Égypte en impose, justement, par l'historique que vient de décrire Farouk, sur le nombre de finales de Ligue des Champions, sur le nombre de titres nationaux et surtout sur les joueurs qui ont apporté à la sélection et qui ont été brillants au sein de leur équipe nationale.
Effectivement, le paradoxe est présent, puisque à chaque fois que l'Égypte passe à côté d'une participation, ça a toujours été dans des conditions vraiment héroïques de la part de l'adversaire, et on parle vraiment c'est un paradoxe, parce qu'il y a une succession vraiment d'éliminations spectaculaires. L'Égypte tombe sur une Tunisie survoltée pour la qualification de 98. L'Égypte, de fait d'un groupe particulièrement difficile, était obligée d'être juste un arbitre pour le duel Cameroun-Côte d'Ivoire pour la qualification en 2006. Et Dieu sait à quel point Téléfoot avait suivi ça de très très près. Sans oublier 2002, dans un groupe hyper compliqué avec l'Algérie, le Sénégal, où pareil, les Égyptiens se retrouvent face à un arbitre qui s'appelle l'Algérie et qui, éliminé, décide de saper tous leurs espoirs dans un match légendaire. Pour saboter leur fin de qualification. Exactement. Et la seule, malheureusement, occasion qu'on a eue de voir Aboutrika et Mohamed Salah sur un même terrain tourne à la débâcle de Koumazi en 2013 et qui leur barre la route de la qualification à la Coupe du Monde 2014. D'ailleurs, à propos de ce monde arabe, on parle de l'Égypte avec les Cannes, du Maghreb avec les Cannes, de l'Arabie Saoudite et de tout le Golfe et le Proche-Orient avec la partie asiatique. Comment ça se fait que les compétitions, puisqu'il en existe, comme la Ligue des champions arabes, les panarabiques, voilà. Comment se fait-il que pour ces pays-là, les compétitions du monde arabe, vraiment, sont placées tout de même derrière les coupes continentales? Alors, je vais prendre... il y a deux axes. Il y a un premier axe qui est financier, en fait. On a énormément de mal à organiser cette fameuse Ligue des champions arabes. Donc, c'est un problème de sponsoring ou de diffuseur. Dans les années 2000, c'était le diffuseur qui organisait la compétition et qui devait mettre les moyens logistiques et financiers pour pouvoir assurer son bon déroulement. Il y avait ART, il y avait ensuite Al Jazeera Sport, devenu beIN Sport. Par la suite. On parle aussi de la chaîne qatari El-Kes. Tous ces diffuseurs-là, en fait, ont récemment mis d'énormes difficultés à l'organiser. Donc la tendance actuellement, c'est de la faire tourner entre têtes régnantes. On a vu Sheikh Al Zayed qui est aux Émirats Arabes Unis, qui est la famille régnante, donc, qui a décidé d'organiser cette Coupe UEFA sur les 2 dernières années. Là, on va passer au Maroc avec le naming de Mohamed VI. Avec le naming de Mohamed VI, c'est quelque chose qu'on a énormément de mal à organiser. Et deuxièmement, sur les calendriers, en fait. Il faut comprendre que la Ligue des champions arabes va réunir une quinzaine de pays, justement, et leurs représentants. Donc, c'est vraiment difficile de synchroniser les déplacements. Je vais donner un exemple. Les clubs algériens ont des grosses difficultés logistiques à s'organiser pour pouvoir faire des déplacements. Lorsqu'ils se retrouvent à jouer en Irak face aux forces aériennes, c'est un déplacement de presque une journée entière qui nécessite des moyens financiers que le club finalement se rend compte que n'avait pas, ou encore une coordination avec les championnats, avec des ligues qui sont parfois très peu conciliantes. Je vais rester algérocentré, mais cette année, par exemple, la fédération, au dernier bureau fédéral, a carrément ordonné au club de ne choisir qu'une seule compétition dans laquelle jouer et a expressément dit que la priorité pour les clubs algériens, c'est les compétitions continentales, ce qui fait passer la Ligue des champions arabes au second, voire troisième rang. Effectivement, le volet financier et la capacité à organiser des compétitions régulièrement a toujours constitué un problème, puisque à une époque, la Tunisie donnait le choix au troisième en lui disant soit tu joues la Coupe arabe, soit tu joues la Coupe de la CAF, la C3 africaine. À l'époque où l'USMA de Roland-Courbis la remporte, c'est un petit peu une compétition à un niveau sportif un peu bas, puisque c'est essentiellement des 5e et 6e de championnat qui y participent. Récemment, justement, la volonté de l'ancien ministre des Sports saoudien, Turki El-Shir, d'apporter du sponsoring pour la ressusciter, a pu apporter un nouvel élan avec les dotations financières. Mais c'est surtout une difficulté sur le plan du planning, parce qu'il a fallu mettre des matchs un petit peu partout, les jeudis en semaine, l'après-midi. Quand une équipe n'a pas de calendrier africain chargé, il fallait mettre les matchs un petit peu partout. On se retrouvait avec un tour qui pouvait durer 1 mois et demi, entre le moment où un premier 8e de finale était joué et le dernier, il s'écoulait 1 mois et demi. Et c'était vraiment une difficulté de placer ça, aussi bien sur le plan logistique, puisque le barrage de la Coupe arabe s'est déroulé en Croatie. Sans oublier que sur un plan purement marketing, finalement, on se rend compte que cette Ligue des champions arabes attire de moins en moins de spectateurs, contrairement à l'engouement qu'on pourrait porter. Mais on sent qu'il y a un réel recentrage sur tous ces pays-là, sur les compétitions continentales. On avait avec la victoire d'El Saad il y a quelques années en Ligue des champions asiatiques, on le voit avec la
résurrection des clubs égyptiens en compétition continentale avec le Zamalek qui arrive en finale contre Berkane, on a vraiment ce recentrage sur ça et je pense que la tendance malheureusement va nous remettre en sommeil cette fameuse Ligue des Champions. Si le sponsoring financier n'est pas constant, ça risque de repartir dans l'oubli sur le plan médiatique. D'accord. On va passer à un autre sujet. Je ne suis pas sans ignorer qu'il y en a un qui vous est particulièrement cher, c'est celui des ultras. Notamment dans les différentes révolutions qui ont secoué le monde arabe depuis bientôt 10 ans. La plus récente étant justement les mouvements protestataires ayant cours en ce moment même en Algérie. Et c'est un sujet qui a été intégré à l'exposition, puisque l'exposition a démarré avant le début de ces contestations, de ces protestations, de ces manifestations. Comment tu l'as perçu, ce traitement un peu annexé de ce sujet? Voilà, annexé, en effet, c'est le bon mot, mais malheureusement, l'exposition a ouvert durant les protestations donc, contre le 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Donc on ne peut pas en vouloir à l'Institut du monde arabe de ne pas avoir consacré un pan ou une couverture plus large des événements en Algérie, puisqu'ils sont encore en cours, ils sont encore constants. Et l'histoire et même la sociologie nous apprend qu'il faut toujours prendre du recul sur un événement pour bien pouvoir le décrypter, l'analyser. Donc ce traitement par l'Institut du monde arabe qui a quand même ajouté la Casa de Mouradia dans les champs de contestataires d'Ultra et quelques lignes sur des descriptifs liés à cet arc sont quand même assez justement traitées pour la temporalité qu'on connaît à cet événement. Donc j'espère que les derniers visiteurs, parce que l'exposition va se terminer bientôt si je ne dis pas de bêtises, ne leur en tiendront pas rigueur. D'accord. Et par contre, la révolution de Jasmin, la révolution tunisienne de 2011, est bien un peu plus traitée, bien plus traitée même. Qu'est-ce que tu en as perçu, toi, Farouk? Il y a des pièces de groupes ultra dans l'exposition, que ce soit via les écharpes, que ce soit les craquages des brigades rouges, de la brigade rouge de l'Étoile du Sahel. Mais du coup, je pense qu'un événement qui aurait été très intéressant à évoquer, c'est un petit peu ce qui a été considéré a posteriori comme un prélude au démarrage de la Révolution à la fin de l'année 2010. C'est l'événement tragique du 8 avril 2010 au stade olympique d'El Menza à Tunis. Pour resituer un peu le contexte, c'était un match qui opposait l'Espérance de Tunis au club sportif de Mamlif. Et en marge d'une répression policière assez violente, qui s'en prenait vraiment beaucoup aux supporters. On a vu pour la première fois, dans un régime qui étouffait dans l'œuf toute tentative de revendication et de révolte, on a vu les supporters de l'Espérance, ultra y compris, se révolter contre cette violence policière, et s'en est suivi la coupure de courant au stade et les violences qui ont fait la mort de 2 supporters. Mais ce jour-là est symbolique, puisque depuis la création des premiers groupes ultra en 2001 et 2002, au moment de l'apogée, à la fin des années 2010, à la fin des années 2000, les groupes commençaient à être de plus en plus réprimés, que ce soit l'interdiction des tifos, que ce soit les fouilles systématiques ou les violences policières qui étaient conséquentes. Donc cet événement était arrivé en bout de chaîne d'une répression qui montait crescendo, et c'est symbolique parce que ce jour-là, les supporters ont tout simplement dit non. D'accord. Tout en liant dans le contexte des ultras, on peut revenir un peu sur l'arc précédent l'Égypte sans omettre les événements de Port Saïd en février 2012 entre Al et le Masri. Ils en parlent dans l'exposition. Exactement, qui aujourd'hui ont des conséquences sur le football égyptien. On a la CAN, on voit qu'il y a un certain engouement pour l'équipe nationale, mais il n'est pas sans rappeler que les matchs de championnat égyptien sont encore à huis clos. Le huis clos n'a toujours pas été levé suite à ces événements qui ont fait 72 morts. On a une certaine ouverture pour les compétitions continentales, mais ça ne suscite pas d'engouement, mais c'est quelque chose qui est lié parce que ça participe aussi au mouvement révolutionnaire égyptien. C'est dans cette continuité-là, on le lie à ces événements-là, à l'organisation des ultras, mais ça a aussi des conséquences prégnantes encore aujourd'hui en Égypte, où finalement on a une certaine crainte vis-à-vis des ultras, surtout dans le contexte actuel égyptien, avec la personne qui a sa tête, qui est le général Abdel Fattah el-Sisi, où on pense que les ultras ont encore une certaine influence qui pourrait créer des troubles qui sont non voulus par le pouvoir actuel. D'accord. Alors, il est traité des ultras égyptiens, des ultras tunisiens, un petit peu des ultras algériens, et même un petit peu des Libanais au travers un peu plus tôt de l'arc Nejmeh. Mais en revanche, il n'est pas fait mention des mouvements marocains, et il en existe pourtant. Effectivement,
Récemment, on a constaté que les ultras marocains sont plutôt sur un placement social pour essayer d'être reconnus en tant qu'entité sociale. Pour resituer le contexte, les premiers groupes ultras ont été constitués au Maroc en 2005, que ce soit les Winners du Wydad, que ce soit les Ultras Askari de la SFAR ou les Green Boys du Raja. Et le monde ultra au Maroc a connu une apogée un petit peu en décalé par rapport aux autres pays, où vraiment on a commencé à voir une renommée qui est montée crescendo en 2013-2014 avec la tête des charts YouTube au niveau des classements des plus belles ambiances, que ce soit les tifos de plus en plus élaborés, les chansons très créatives, parce que ce soit le Raja ou le Wydad, chaque groupe de supporters et chaque tribune a son double CD de chansons. Et une réflexion très importante du sociologue Abderrahim Bourkia, qui auteur du livre Des ultras dans la ville, qui décrypte un petit peu l'aspect sociologique du mouvement, c'est surtout que les ultras veulent se placer en tant que citoyens normaux, en tant que groupe de citoyens, et veulent exprimer. Donc, comme c'est une grande partie de jeunes, souvent entre 10 et 20 ans, qui font partie des groupes ultras ou des gens qui gravitent autour du noyau, c'est plutôt une volonté d'être reconnu, de pouvoir avoir le droit d'aller au stade sans être réprimé. Certes, il y a beaucoup de violence du côté des ultras, mais c'est souvent, on va dire, une question d'échelle, parce que c'est des échelles de déplacement de 7-8 000 supporters qui sont difficiles à canaliser. Mais du coup, les ultras ont voulu, à travers du coup, la campagne de boycott qu'il y a eu en 2017 suite à l'interdiction et à la dissolution des groupes, c'est une volonté d'exister. Pour beaucoup de ces jeunes issus des quartiers défavorisés ou de milieux modestes, le déplacement au stade est une oasis dans leur quotidien. C'est une occasion d'aller chanter avec les copains et vraiment exister dans la société. Et ce combat existe d'une part à travers la campagne de boycott qu'il y a eu en 2017, et là où ils ont fait front uni pour dire non à la dissolution, etc. Et aussi une réflexion un petit peu sur la situation sociale au Maroc à travers la chanson du Raja Casablanca, Fi Bled Idhalmouni, dans mon pays on m'opprime, qui parle un petit peu du quotidien difficile d'un jeune au Maroc et une réflexion face à, on va dire, la situation globale du pays et cette répression un petit peu du monde ultra qui peine à exister. D'accord. On va partir, maintenant tu parlais d'Oasis, on va partir maintenant pour l'image d'Épinal des Oasis, donc le golfe, le désert, le désert de l'Arabie, le désert arabique. Tout simplement, parce que l'Afrique n'est évidemment pas la seule partie du monde arabe représentée dans cette exposition. Il y a également la partie asiatique qui est à la fête, notamment au travers d'un arc spécialement consacré au football qatari. Une partie qui ne t'a pas laissé de marbre, Mohamed. Non, c'est une partie qui m'intéresse fortement de par les évolutions du football qatari. Alors l'exposition s'attache au récent succès des Qataris à la Coupe d'Asie des Nations 2019, qui est un brillant succès sur lequel on peut revenir. Sportif, justement. Et c'est important de le souligner. À la présentation de la Coupe du Monde 2022, notamment avec les stades qui vont accueillir l'événement, on va se concentrer vraiment sur le côté culturel et sportif et tordre le cou à deux idées reçues. Le Qatar est un pays qui est immensément passionné de football. Malgré les images qu'on peut voir des stades qui sont relativement vides, il y a quand même un fort engouement de la part du Qatar, et notamment pour leur club et désormais pour leur sélection à la suite de leur récent succès qui date depuis 2013-2014. Et deux, le Qatar justement fait énormément de progrès dans la formation et dans le développement de footballeurs locaux, qui fait qu'on est loin de cette image de l'équipe de handball qui gagne la Coupe du Monde en 2015 avec une espèce de melting pot de naturalisé. Là, on est vraiment sur une équipe qui est à 70-80% composée de joueurs qataris. Je mets bien des guillemets, parce que certains cas ont porté un peu de suspicion durant cette Coupe d'Asie des Nations. Mais sinon, il y a un énorme travail fait par l'Académie Aspire, créée en 2007, par la volonté de l'émir de l'époque, Cheikh Hamad bin Al-Thani, et qui a voulu justement mettre en place l'ensemble des infrastructures et ramener les compétences nécessaires, notamment
des anciens formateurs de la Masia et le Félix Sanchez Bath. Époque Masia, époque formation, Messi, Piqué, Busquets. Hein. Exactement, qui fait un énorme travail de scouting dans la région, mais au-delà maintenant, Aspire a développé des programmes pour amener des footballeurs d'Afrique, d'Asie, de différentes contrées, afin de leur permettre d'avoir une chance de devenir footballeur professionnel et ensuite d'être exportés via des clubs partenaires, à l'image de Linz en Autriche ou de Eupen en Belgique, où Youssef Msek n'y a pu faire une saison, même demi-saison je crois. Malheureusement, avec 3-4 ans de retard par rapport à ce qui était espéré, il y a eu beaucoup de frustration de le voir arriver aussi tard. Mais le Qatar a une réelle progression qui se lie un peu à l'actualité avec Jamel Belmadi qui a entraîné le club d'Al Duhail, qui est l'un des deux grands clubs locaux avec Al Saad, et qui a pu entraîner la sélection gagnant une Coupe du Golfe et une Coupe d'Asie de l'Ouest en 2013-2014. C'est une forte valeur symbolique, surtout dans le contexte géopolitique actuel où on rappelle que le Qatar est isolé pour des considérations d'influence grandissante qui déplairait à son grand rival qui est l'Arabie Saoudite. Et de proximité avec l'Iran. Exactement, et une proximité avec l'Iran et la Turquie qui déplaît en ce moment, mais ça c'est quelque chose que je vous invite aussi à regarder. Parce que c'est très bon reportage sur Arte, disponible sur la chaîne YouTube d'Arte, sur les trois pays, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et Qatar. Il est actuellement disponible, je vous le conseille. Aussi, ça permet aussi de comprendre leur existence et de voir que ces pays ont une certaine histoire et d'où ils émergent. Mais dans ce contexte-là aussi, le football a un fort message. Rien que le parcours qatari à la Coupe d'Asie des Nations, on rappelle qu'ils ont battu l'Arabie Saoudite en phase de groupe. Ensuite, ils arrivent à se défaire de l'Irak. Ils vont battre la Corée du Sud en quart de finale avant d'écraser le pays hôte 4-0 et de gagner face au Japon 3-1. C'est un fort message symbolique. Le Qatar réémerge à nouveau et on voit par rapport aussi à son développement mondial, lorsqu'on voit que le Qatar a été invité à la Copa América, où les performances... Tu maîtrises tous les accents, dis-moi, hein, parce que les accents arabes sont très bien, évidemment maîtrisés, mais la Copa América est pas mal aussi. J'écoute Bola Latina, c'est pour ça, c'est de là que j'apprends. Où le Qatar... Par rapport à ce qui est attendu des Qataris, sur la dynamique. Termine dernier, voilà, mais on attendait une meilleure performance, même si le match nul face au Paraguay était très encourageant. Une défaite 1-0 face à la Colombie, et une défaite. Il n'y a rien de honteux. Oui. Voilà, il n'y a rien de honteux et c'est de bon augure pour le Qatar en 2022. On est quand même passé d'un pays lorsqu'il voit l'attribution de la Coupe du Monde de l'arrivée en 2010, un pays où on se demande ce qu'il fait sur la carte du football et quelle est la performance qu'il va nous donner. Est-ce qu'on va se retrouver avec un pays qui va se faire qui va se faire battre avec la rigueur, la manière, tout ce que vous voulez à chaque match. Là, on passe à un pays qui devient, je dirais pas un sérieux outsider, mais qui n'est pas ridicule. La présence c'est ça qui est important anodine dans la compétition. Exactement. C'est pas anodine et qui est porté par une nouvelle génération formée par Aspire. On pense à El Mouazali, à Bassem Raoui, à Akram Afif. Franchement, ce sont de très bons footballeurs. Et si on peut aller au-delà, pour terminer sur le football qatari, le dernier axe de développement serait peut-être aussi d'exporter ces stars en dehors des clubs partenaires pour leur permettre d'avoir une adversité encore plus élevée, se rapproche encore plus du haut niveau, à l'image de ce que fait son grand rival saoudien, en envoyant désormais des jeunes via des clubs partenaires en Espagne, en leur disant clairement que l'objectif est de s'acquérir à une meilleure compétitivité sur le terrain. Mais ça viendra, j'en suis assez persuadé. Et oui, en effet, beaucoup de gens s'attendent à voir un Qatar, on l'a dit, ridicule, qui prend des valises. Et en effet, il termine dernier de son groupe de la Copa América avec tout de même le Paraguay, la Colombie et l'Argentine. Mais il n'est pas ridicule du tout. Voilà, match nul contre le Paraguay. En même temps, c'est un euphémisme, match nul et Paraguay. Et, une défaite contre la Colombie, mais qui n'a rien de ridicule. Et une défaite face à l'Argentine, une Argentine malade qui a été plus réaliste qu'autre chose. Bon, voilà, tout est dit. Franchement, le Qatar progresse très bien. Et si je peux juste terminer, j'invite les auditeurs par pure curiosité et s'ils veulent passer un bon moment à regarder les différentes polémiques autour des cas Bassem Raoui et El Mouazali au cours de cette Coupe d'Asie des Nations. On ne va pas rentrer longuement dedans, mais ça vaut le détour et ça vous mettra à jour aussi sous les conditions d'éligibilité pour jouer pour une sélection nationale selon la FIFA. D'accord. Bon allez, on touche au but, on touche à la fin, on arrive à la fin de ces deux podcasts spécial foot et monde arabe. Merci beaucoup messieurs, merci Mohamed de ton intervention dans Africa. Merci beaucoup, merci de m'inviter. Je suis
honoré et de pouvoir débattre de ça avec des gens passionnés, des gens qui connaissent leur sujet. Et donc, c'est avec plaisir que j'ai pu participer à ce podcast avec vous. Et c'est à merci bientôt. pour ta présence. Je te dis à bientôt dans Ifrica, et c'est sûr. Et merci Farouk pour ta présence habituelle. Et je te dis aussi à bientôt, très vite, pour la CAN, pour la Ligue des Champions. Exactement, pour débriefer cette CAN qui, je pense, va être... le débrief va, je pense, être salé. Nous verrons l'épilogue, mais pour l'instant, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Salé et ou euphorique, je pense à certaines sélections que Pierre-Marie doit suivre avec attention. Et bien sûr, je remercie l'Institut du monde arabe pour sa disponibilité, et notamment la commissaire d'exposition Aurélie Clemente Ruiz. Merci à tous, chers auditeurs, merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Efrica. Salut les amis.